Bien, merci à la génération, merci Magdalena Lambry d'être présente, Stéphane Chatry, merci Paul Ardel. Voilà. Un dispositif de parole un petit peu compliqué parce que je suis censé être le modérateur de cette rencontre, mais aussi de m'exprimer, ce qui est évidemment quelque chose d'assez anormal. Généralement, le modérateur fait parler les gens immodérés qui l'invitent à parler et il s'abstient de toute parole. Donc, je ne sais pas trop comment on va réussir à combiner tout ça, mais je vais en tout cas, moi, me retrancher le plus possible dans cette rencontre. Alors, comme il vient d'être stipulé ici, la thématique, large, c'est la question de l'art et de l'environnement. Est-ce qu'au fond, l'art a quelque chose à faire avec ces questions environnementales? Est-ce que l'artiste peut s'engager? L'artiste plasticien, mais plus largement le créateur, quels que soient les médiums d'ailleurs qu'il utilise. Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une phase de greenwashing généralisée qui devient problématique, forcément, pour les artistes qui ont envie de parler d'écologie, d'environnement, pour les gens qui veulent, comme moi j'essaie de le faire, un petit peu mettre en valeur ce type de création, parce que partout, en effet, on a l'impression que les gens sont occupés à repeindre d'un vert pétant une maison complètement pourrie, de plus en plus, qui est la maison de terre. Voilà. Alors, de même que nous avons cette œuvre qui nous accueille à l'entrée de l'exposition ici, Marguerite Adeos-Ropac, je remercie de nous inviter. Est une œuvre qui renvoie directement à l'environnement, à travers ses matériaux, le bois, les thématiques, l'accueil, la générosité, le vagin, le care, même le retour peut-être symbolique à une sorte de maternité de la Terre, qui nous manquerait cruellement aujourd'hui et qui est fortement désirée. On pourrait presque aussi dire que voilà un exemple de greenwashing. En voilà un parfait. Pourquoi il ne s'agit pas d'attaquer l'artiste, la question n'est pas là, c'est juste de dire à partir de quel moment est-ce que des créateurs cautionnent une situation où en fait le discours est majoritairement vert et la réalité majoritairement noire. Vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment. Pour avoir beaucoup travaillé depuis longtemps sur les questions art et politique, artiste contextuel, artiste actif dans l'espace public, artiste engagé, je me suis frotté bien sûr très tôt à la question de l'art et de l'écologie en constatant des données assez terribles, je dirais, pour le monde des plasticiens. D'abord, très peu d'artistes plasticiens se sont mobilisés sur les questions environnementales, lors même que la Journée de la Terre internationale a été créée en 1970, il y a 50 ans aujourd'hui, ce n'est pas rien. Greenpeace aussi a été créé, je crois, en 1969, si mes souvenirs sont bons, il y a 51 ans. Et en fait, il faut attendre, on pourrait dire, à part quelques très rares exceptions, les Boys, Barbara Lesguen, quelques artistes américains, il faut attendre vraiment les années 2000 pour qu'il y ait dans le champ des arts plastiques, qui nous intéresse ici, on pourrait dire une sorte de motivation, comme disent les anglo-saxons, un concern, une préoccupation pour la question environnementale. Alors, ça ne laisse pas de m'intriguer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup malmené intellectuellement. Je me suis dit, mais pourquoi ce découplage? Pourquoi est-ce que la bande dessinée, très tôt, le cinéma, extrêmement tôt, vont prendre à bras-le-corps toutes ces questions environnementales? Un très grand nombre d'œuvres vont être créées autour de, on pourrait dire, du déficit de relations amicales que nous entretenons avec notre planète, avec la Terre, avec notre environnement. Et pourquoi est-ce que certains domaines, la musique, par exemple, y compris la musique populaire, à part peut-être Michael Jackson, en 1996, vous connaissez peut-être la chanson qui s'appelle Earth Song, la chanson de la Terre, quand même extraordinaire, il y a 24 ans, chose d'inouï. Allez écouter les paroles, regardez les images. Pourquoi, je ne sais pas, des domaines comme le théâtre, la poésie sont très peu intéressés aux questions environnementales, la poésie, bien d'autres formes de création, lors même que la préoccupation principale, c'est la préoccupation écologique. Je crois qu'il n'y a pas plus grave qu'une situation dans laquelle, à terme, on pourrait même plus pouvoir respirer. Vous voyez, c'est comme ça. Ou bien pouvoir respirer comme on le fait actuellement de plus en plus en Californie, avec des systèmes pour les gens très riches, donc de filtration, de renouvellement d'air qui coûtent au bas mot, par maison, environ 250 à 300 000 $. Vous voyez, juste pour pouvoir respirer un peu, pendant que vos voisins ils sont dans les fumées d'automobiles, ils sont dans les fumées des forêts. C'est quelque chose qui m'a beaucoup préoccupé, et ce qui me préoccupe encore beaucoup plus, c'est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a tout un champ de l'art établi,
financiarisé, disent certains, sans raison d'ailleurs, qui n'a absolument pas cure du tout de ce que sont ces problèmes, comme si, au fond, l'artiste devenait, en certains cas, une sorte de bouffon divertissant la masse, ou en tout cas la masse des gens riches, au point que, par exemple, si vous regardez les expositions je sais pas, de gens aussi importants en tant que collectionneur que François Pinault, par exemple, au musée de Rennes ou ailleurs, vous verrez absolument aucun artiste qui traite d'écologie. Vous voyez, c'est comme ça. Quand on voit les grandes expositions du Centre Pompidou, à part une exposition à Metz il y a quelques années sur le sublime, donc qui a attaqué un petit peu la question environnementale, il n'y a rien. Vous voyez, on fait de grandes expositions sur Jeff Koons, en vous disant c'est le pape de l'art contemporain, je ne vois pas le pape de quoi il est, enfin, je vois, à part d'être quelqu'un qui vend des œuvres chères, etc. Comme Damien Hirst, par exemple, dont les derniers travaux à la Biennale de Venise, vous vous rappelez peut-être, à la pointe de la douane, chez François Pinault, était consternant de nullité, tout ça pour 65 millions d'euros de mise de fonds, bien évidemment. Bon, je ne comprends pas, je n'ai pas d'explication, sauf à dire qu'il se passe dans le champ de l'art, et j'arrive aux artistes ici, rassurez-vous, je vais introduire cette question avec une certaine cohérence, ce qui se passe dans le champ de l'art, au fond, ce qui se passe aussi dans le champ de la lutte écologique. Il y a l'équivalent de lobbyisme, vous voyez, il y a, sans parler de complot, il y a une sorte d'accommodement des gens qui peuvent collectionner l'art, qui peuvent le médiatiser, avec des formes d'art qui finalement n'ont d'une certaine manière aucune velléité de contester l'ordre tel qu'il est aujourd'hui, y compris l'ordre environnemental, qui est un ordre, on pourrait dire presque tendanciellement du chaos, du mépris environnemental, du mépris écologique. Bon. J'ai écouté récemment Isabelle Autissier, qui dirige le Fonds mondial pour la vie en France, la section française, et elle parlait de ce récent rapport qui constatait qu'en Union européenne, à l'échelle du monde, depuis 50 ans, environ, on va dire, allez, 50% des espèces avaient disparu. Il y avait un effondrement massif de la biodiversité. Et à la question qu'on lui posait, on lui disait, mais enfin, à quoi vous servez? Vous, les associations écologiques, les fondations, vous recevez beaucoup d'argent, y compris officiels d'ailleurs, l'Union européenne, l'ONU, etc. Eh bien, il disait, chaque fois qu'on essaie quelque chose, on a en face de nous des lobbyistes. Il n'y a rien à faire, il y a un mur de lobbyistes. Voilà, c'est comme ça. Lobby du pétrole, lobby de ceci, lobby de cela. Voilà. Même aujourd'hui, vous voyez, le glyphosate, ça devait être en France, par exemple, ça devait être 3 ans. Bon, ça devait être tout de suite, c'était 3 ans. Finalement, ça sera 5 ans comme en Allemagne. Les néonicotinoïdes, ça devait être arrêté, on les rétablit, etc. Je ne lance la pierre à personne. Je veux dire, il y a quelque chose de contradictoire qui, moi, me dérange. Alors, ça pose un problème aux artistes qui parlent d'écologie, s'intéressent à l'écologie, ou aux médiateurs. Bon, on a un artiste ici, donc vous, donc Magdalena, un travail de peinture, hanté par la question écologique. Les tableaux de Magdalena tous expriment un monde, on va dire, post-romantique, un monde qui serait celui de Anselm Kiefer que vous avez ici, c'est-à-dire un peu les débris de l'histoire, le contemporain comme, en quelque sorte, la mise à l'encan des utopies, des idéologies historiques, en particulier du XXe siècle, donc, mais versant environnement. Hein, c'est ça votre travail. Bon, grosso modo, qu'est-ce que je vois chez vous? Je vois un univers souvent dans des tableaux dystopiques, on va dire, abîmés, des cieux chargés de matières souvent très, très polluantes, des personnages quand même qui survivent, mais qui survivent dans des niches, sur un fauteuil, perdu dans un paysage, les enfants qui continuent à jouer dans un rayon de lumière. Bon, voilà, je vais presque dire c'est beau, parfois comme une chanson de Coldplay, vous voyez, I fix you, voilà, la lumière entrera dans tes os, elle t'amènera à la maison, et tout ça t'arrangera. Je ne fais pas d'ironie, je dis c'est comme ça. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une peinture, presque, on a appelé ça le mouvement post-apocalyptique. Il y a tout un courant de peintres qu'on appelle les post-apocalyptiques paper men, ou ceux qui font ça, dont vous faites d'une certaine manière partie. Alors, moi, la question que je vous posais, c'est comment vous ressentez quand même ce tiraillement incontestable entre la volonté de produire un art qui exprime un grand malaise, quand même, à l'égard du traitement infligé par ce que nous sommes, l'humanité contemporaine à la planète, et finalement le désir que vous avez de produire, somme toute, une image positive, quand même dans des
des périmètres aussi noirs que sont vos tableaux. Voilà. Là, je me recours. Et moi, je peux découvrir. Voilà. Bonjour à tous, Magdalena Labrie. Oui, c'est un vaste sujet, effectivement. C'est pas mal de tiraillements personnels, du coup, parce qu'il y a ce désir d'engagement, voire de militantisme, mais qui est parfois réfréné par, et d'une part, ce que vous disiez très justement, Paul, ce marché de l'art qui nous laisse finalement très peu de place, qui ne veut pas forcément nous voir. Et donc voilà, c'est d'une part ça. Et puis, ce désir aussi, enfin pour moi, la pratique de la création, c'est aussi, enfin, d'une part, interroger le monde dans lequel je vis, mais aussi le sublimer, quelque part. Donc c'est assez paradoxal de parler de choses catastrophiques et d'en donner une image poétique, voilà. Donc c'est un tiraillement constant, des remises en question constantes, et est-ce que cet engagement, on y va à fond, on n'y va pas à fond, voilà, c'est toujours assez compliqué, mais à partir du moment où moi j'ai fait le choix d'orienter mon travail sur ces questions-là, quelque part, j'ai vu ça comme un devoir, en fait, un devoir d'artiste contemporaine qui vit dans ce monde à cet instant T, et voilà, presque un devoir citoyen, un devoir humain de traiter ces sujets-là qui sont difficiles, et voilà, de ne pas détourner le regard comme beaucoup le font, et voilà, en espérant que dans ce que je propose et que d'autres artistes proposent, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, on puisse pas forcément changer les choses, mais en tout cas, voilà, poser des questions, susciter le débat, et voilà, juste se remettre un tout petit peu en question en tant qu'individu. Merci, mais est-ce que vous n'êtes pas gêné parfois par ce qui constitue une forme d'obscénité dans ces cas-là, quand on veut produire un art qui constitue une sorte d'équivalent de message politique, de positivité, ce qui est très bien, mais par l'issue qui est celle de cet art, c'est-à-dire de finir, par exemple, sur des murs comme ça pour décorer les appartements de, on pourrait presque plus dire la bourgeoisie. On parlait d'une hyper-bourgeoisie. Encore, vous n'êtes peut-être pas encore aussi cher qu'en Saint-Kiefer. Bon, mais c'est bien grave, votre code va forcément monter. Non, mais je ne plaisante pas avec ça, parce que, si vous voulez, c'est la question de la mise en spectacle de la dramaturgie contemporaine, de la mise en spectacle d'une douleur du monde, vous voyez, et tout ça se retrouve sur des murs, au fond, à des fins décoratives. Bon, c'est très bien, moi j'aime bien Saint-Kiefer, j'ai beaucoup d'affection pour lui, j'ai travaillé avec lui, voilà, mais je me demande, je me dis, tiens, au fond, quelle est l'issue de ce type de grand tableau métaphorique, cette grande parabole sur la fin de l'histoire industrielle, hein, sur la fin d'un monde comme ça, qui sans doute voulait maîtriser les choses et qui s'est englué en tout. Quelle est l'issue de ça, si c'est juste pour décorer, vous voyez, des appartements de gens qui, par ailleurs, n'ont absolument cure de rien, enfin, le plus souvent, ou pas plus que la moyenne. Alors, je me tourne vers Stéphane Chatry, parce que, bon, j'ai travaillé aussi avec Stéphane, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il fait, et il représente le versant de la médiation des formes d'art politiques, à travers plusieurs structures, donc artivisme, art en anglais, bon, parce que aujourd'hui, c'est pas pour faire ça en anglais, c'est juste que bon, ça circule. Art contemporain, et puis une télévision éthique TV, donc, et également, en plus de ça, au-delà du champ artistique et culturel, eh bien, une médiation de pratiques écologiques concrètes, en particulier des pratiques donc culturales, comme la permaculture notamment, avec l'organisation de stages, la présentation on pourrait dire, de sessions spécifiques de jardinage dans le domaine on pourrait dire, d'une horticulture respectueuse de l'environnement. Alors, justement, Stéphane, toi tu es le médiateur de ce type d'art, et
j'ai envie de demander où est-ce que tout ça va? Où est-ce que ça va tout ça? Tu vois, parce que c'est bien d'accumuler les images, d'accumuler les œuvres. On vit dans un univers, une accumulation formidable, vous êtes d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Vous voyez, c'est que maintenant on crée des réserves pour mettre les réserves. C'est comme ça. Hein, bon, on a déplacé les réserves du FNAC, par exemple, elles étaient à la Défense. Bon, maintenant elles sont rendues, je crois, à côté. Puis bientôt, il faudra les délocaliser, je ne sais où. Enfin bon, quelque chose d'inquiétant, une société de la conservation. Alors, est-ce que la conservation induit le conservatisme politique? C'est un grand problème. Alors, moi, je me tourne vers le médiateur. D'abord, pourquoi tu as choisi de médiatiser comme ça? Et au fond, quel est l'impact? Est-ce que tu peux évaluer l'impact? Parce que c'est ça l'intérêt de l'art engagé dans la politique. C'est ce qu'on appelle l'opérationnalité. Sinon, ça devient du spectacle. Ça devient un écran de fumée. Ça devient, ce que les Grecs appellent, ou du pseudos, on trouvait ça chez Platon, c'est du faux engagement, ou du cosmétikos, c'est-à-dire, ben voilà, ça vient cacher la misère, hein, tout simplement. Très bien. Donc, merci Paul pour ces grandes questions. Donc, je vais tâcher d'y répondre du mieux que je peux. Et donc, en fait, je vais juste faire une présentation assez rapide de mon développement ces 15 dernières années. Donc, moi, ça fait une quinzaine d'années que j'évolue dans le domaine des arts plastiques. Et vraiment, bon, ça a commencé vers 2006. Vraiment, mon objectif, comme moi, à l'origine, depuis très jeune, je dessinais, j'étais vraiment dessinateur. Je considère comme créatif, et donc je travaille dans des agences de com, et donc l'histoire a commencé où j'ai un ami qui m'a offert une photo qu'il avait faite, il faisait aux quatre coins du monde des photos de graffiti, voilà, il voyageait beaucoup, et donc il m'a offert cette photo d'un graffiti, d'un mur opaque, un gros graffiti. Et donc là, je lui ai suggéré juste un projet, un concept, une idée, de imprimer en grand format ces photos de graffiti sur la toile du tableau, de la faire comme ça monter sur châssis, et de faire intervenir librement des graffeurs qui vont venir imposer un graphe. C'était très simple. Et donc le collectif, on l'a appelé Objectif Bombe, et j'aimais bien parce qu'il y avait un côté un petit peu impactant, objectif donc pour la photo et bombe pour la peinture, c'était simplement un jeu de mots comme ça. Et ça nous a beaucoup amusé, on a trouvé ça intéressant, on a fait rentrer plusieurs graffeurs dans l'histoire, et on a commencé. Et tout de suite, moi j'ai voulu vraiment apporter une nouvelle forme de monstration des travaux plastiques, d'accompagnement, et puis essayer de faire évoluer ces métiers de commissaire d'exposition. J'aime absolument pas le mot commissaire, en tous les cas organisateur d'exposition, et comment soutenir d'une autre manière les arts plastiques. Et donc, on a fait des expositions assez originales, entre guillemets, mais pas très originales non plus, mais dans des hôtels à Paris, au Citadium. On a fait des événements qui étaient un petit peu assez sympas. Et puis, les années ont passé. Moi, je suis devenu agent de certains artistes, producteur du collectif, et on a essayé de vendre des œuvres, voilà. Et donc, j'ai gravi comme ça, je me suis trouvé vraiment dans les coulisses du marché de l'art. Et, sans y être à l'aise, quand même. Sans y être à l'aise, et au bout de 10 ans, très très désenchanté par ce monde, en fin de compte, qui n'est pas un monde qui m'intéressait. Et j'étais comme tout le monde en quête d'argent, d'essayer de faire de l'argent, d'essayer de faire monter les cotes, etc. Mais moi, je ne suis pas un matheux, je ne suis pas un trader, je ne suis pas tout ça, je suis vraiment un créatif et j'aime être avec les artistes, avec les créateurs. Et j'ai eu une forme de ras-le-bol de tout ça, et puis de toute la vacuité, tout le vide qu'il y a autour de tout ça. Mais en même temps, j'étais passionné par la création plastique et le besoin d'être avec les artistes. Et donc vraiment, j'ai fait ma SRL, j'ai fait une très grosse exposition de Zeus au château de Vincennes, avec le Centre du Monument National, qui était vraiment colossal, qui était une très très grosse exposition. C'était un grand succès avec cet artiste, quoi. Sauf que moi, je me suis endetté, donc j'ai déposé le bilan de ma société, et c'était très bien, puisque je me suis dit, maintenant, je vais arrêter, c'était très bien Zeus, c'est un artiste que je respecte. Et j'ai décidé de créer une association à but non lucratif et, pour défendre simplement les artistes militants. Enfin, les artistes politiques, on peut l'appeler différemment, mais je trouve que les artistes militants, c'est pas mal. Et donc, j'ai pris artivisme. Je ne suis pas fan, justement, de mettre, comme tu disais, des mots anglophones. Si c'était à refaire aujourd'hui, je mettrais un mot français. Mais en tous les cas, l'artivisme, c'est un néologisme qui lie art et activisme. Et je me suis dit, on va se radicaliser. Je me radicalisais positivement, la radicalisation peut être positive. Et je me dis, je vais soutenir que les artistes militants parce que ce monde a des bons côtés, mais il y a
de plus en plus de mauvais côté. Et je pense que les artistes plasticiens ont leur rôle à jouer dans l'histoire en venant comme ça créer des œuvres plastiques. Et donc voilà, on a créé Artivist en utilisant principalement la vidéo. Donc on a une plateforme vidéo en ligne. On fait des vidéos à notre manière, de manière créative, pour mettre en lumière ces plasticiens. Mais on essaie d'aller au-delà des choses, de proposer des programmes complets, comme on a fait l'année dernière avec le Centre d'art de la Commission publique de Roubaix. Magdalena a participé à ce cycle d'exposition, où à chaque fois, il y avait une exposition personnelle de l'artiste sur un sujet sociétal, avec l'édition d'une revue Artivist, avec un atelier d'art plastique et avec une table ronde. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller au-delà du tableau. D'aller au-delà du tableau, de vraiment générer comme ça une remise en question auprès du public et vraiment d'accompagner d'une autre manière les plasticiens avec qui on travaille. Et donc à l'issue, à force de questionner comme tu dis, c'est bien, mais moi j'ai eu envie d'apporter aussi des solutions. C'est bien beau de questionner, mais il faut aussi apporter des actions. Et donc j'ai créé une autre plateforme qui est une chaîne YouTube qui s'appelle éthiquetv.fr, en fin de compte où je suis allé filmer avec notre manière des gens qui placent l'éthique au cœur de leur vie professionnelle ou personnelle. Donc, mais pas des gens connus, quoi. Des gens, quelqu'un qui fait de la permaculture depuis X années, quelqu'un qui a fait le tour du monde en vélo pendant 4 ans, tout seul, et qui raconte une incroyable vision de l'humanité à travers le monde. Que des choses comme ça, et qui, moi, m'ont fait vraiment un bien fou. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé face à une permacultrice, Cathy de l'association Qualité de Transmission, qui m'a dit écoute Stéphane, toi qui es un art militant, qui aime tout ça, qui aime l'art politique, tu sais que l'acte le plus politique qui soit, le plus contestataire sur le plan écologique, c'est de faire pousser ta propre bouffe. Quoi. Et je me suis dit ah oui, c'est intéressant, parce que moi je suis végétarien du coup depuis pratiquement 3 ans. Ah, je me suis dit c'est vraiment intéressant. Et donc du coup, je me suis dit voilà. Je m'intéressais à ça. Je me suis auto-formé en permaculture et j'ai découvert donc ce mot inventé par 2 Australiens, donc Bill Mollison, qui moi, vraiment subitement, en étudiant ça, m'a vraiment redonné espoir, parce que j'étais un peu déprimé par rapport à l'invasion qu'on refait sur ce monde et tout ce qui se passe à vitesse grand V. Et je me dis, finalement, il y a une philosophie comme ça, c'est pas religieux, c'est pas quoi que ce soit, mais qui nous recentre sur des méthodes 100% naturelles pour faire pousser des légumes en abondance. Et donc, en 3 mots, la permaculture, les 3 piliers, c'est prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain et produire abondamment et partager équitablement. Et ça m'a beaucoup plu, parce que je me suis dit, du coup, Artivisme est là, avec les plasticiens, on est là pour défendre des sujets, pour vraiment remettre en question. Et donc, moi, comme ça, j'ai évolué aussi dans la quête d'autonomie. Voilà. Pourquoi achetons-nous tous ces tubes de dentifrice là, alors qu'on peut faire un dentifrice avec l'huile de coco et l'argile verte, qui sont deux choses extrêmement bonnes pour la santé. Et donc, en développant mes activités en permaculture, j'ai créé un programme de permaculture entreprise où j'ai végétalisé l'espace de l'entreprise en pleine zone industrielle dans le Val-de-Marne. Je gère le jardin d'un couple dans le Val-de-Marne aussi, des jeunes médecins à qui je transmets tous ces savoirs de la permaculture. Et maintenant, avec un ami, on a monté un stage en Normandie qui s'appelle Permaculture au jardin, autonomie et cuisine vivante. C'est un spécialiste de la cuisine vivante. Bref, tout ça pour dire que Artivisme et éthiquetv, la boucle est bouclée, on questionne et on pose des solutions par rapport aux urgences. Voilà. Alors, ce qui est notoire, je trouve, moi, de ce point de vue-là, c'est ce qui m'intéresse plutôt. Pourquoi ? Parce que c'est le principe du continuum. C'est-à-dire, il n'y a pas une activité là, par exemple, et puis, elle est là, elle est l'activité d'atelier, d'exposition, de vente, et puis il y a le reste de la vie. Il y a cette espèce de continuum. Tout devient, d'une certaine façon, solidaire. L'intérêt pour l'art, comme l'intérêt pour l'environnement, comme l'intérêt pour l'autonomie alimentaire, le refus de consommer, ou en tout cas de surconsommer, etc. Alors, quand même, moi je me tourne vers Magdalena, est-ce qu'un artiste pourrait travailler comme ça? Est-ce que finalement, si Stéphane Chatry procède de la sorte, c'est parce qu'il n'est pas artiste, au sens où
il n'a pas de médium de travail spécifique, ou alors son médium, c'est la médiation. Et de ce point de vue-là, bon, si on considère que la médiation est un art et d'une certaine manière s'en est un, on voit bien la puissance des médias. Beaucoup de journalistes sont souvent plus célèbres que les artistes dont ils parlent, de fait. Bon, ça donne un peu l'idée de la hiérarchie. Est-ce que finalement, vous, en tant qu'artiste, vous pouvez à un moment donné accepter que ce qui n'est pas de l'ordre de votre pratique picturale, de dessin, soit aussi de l'art, quand vous faites la cuisine, quand vous occupez de votre famille, etc., quand vous occupez de vous-même? Oui, moi je pense qu'effectivement, il y a des ponts qui sont évidents, en fait, dans toutes les branches de la vie. Donc moi, ma pratique artistique, elle est de toute façon extrêmement liée à ma vie personnelle. Donc tout cela s'imbrique voilà, de manière assez naturelle, et qu'il faut pas s'interdire des choses, et il faut pas se cantonner à une pratique. Ou, enfin, moi j'aime bien être surprise, justement. Par exemple, la permaculture, pour moi, c'est une forme d'art aussi. C'est l'art de la vie, comme la cuisine, voilà, ou d'autres choses. Et oui, c'est très important d'ailleurs d'aller se nourrir comme ça d'autres aspects de la vie. C'est très très important de ne pas se déconnecter et de ne pas se cantonner à une chose. Alors, on parle beaucoup toujours de l'attention des artistes aux matériaux qu'ils utilisent, et dans tous les domaines, y compris d'ailleurs quand on fait des expositions. Bon, moi, il m'est arrivé de faire des expositions en France et à l'étranger. Assez souvent, la question du bilan carbone est posée. C'est-à-dire que comment allez-vous faire pour polluer moins concernant le transport des œuvres, par exemple? Est-ce que vous utilisez les cimaises déjà présentes dans la galerie? Est-ce qu'il y a du réemploi de peinture? Par exemple, le catalogue va être imprimé avec quel type de papier, etc., quel type d'encre? Bon. Donc, ça, d'ailleurs, c'est un protocole qui est mis en place au plus haut niveau, puisqu'en France, ça fait une dizaine d'années déjà que dans les musées, depuis 2010 environ, il y a une demande qui est faite de limitation des effets de pollution liés au montage des expositions. Mais est-ce que vous seriez tenté d'aller vers une autonomie, y compris les matériaux, jusqu'à créer vos propres pigments, en veillant à ce que cette production soit très respectueuse de l'environnement? Est-ce que d'ailleurs le faites-vous par ailleurs? Alors, c'est vrai que c'est des questions moi qui m'interpellent et sur lesquelles je réfléchis pas mal. En fait, c'est un long cheminement tout ça, parce que moi je me suis pas, j'ai pas décidé du jour au lendemain d'être artiste engagée, et surtout dans cette cause-là. Les choses sont arrivées petit à petit. Ça a été lié d'ailleurs à ma maternité en l'occurrence. Et donc effectivement, plus j'avance dans l'âge et dans ma pratique, plus ces questions se posent à moi. Voilà, par exemple, là j'ai fait le choix depuis très peu de temps d'arrêter les expositions à l'étranger, justement pour cette histoire d'empreinte carbone par rapport au transport des œuvres, etc. Le choix du papier, évidemment, c'est du papier recyclé. Je fais beaucoup moins de peinture également parce que les produits chimiques, etc. Donc ça, je m'en débarrasse gentiment également. L'idée de travailler avec des matériaux naturels comme le charbon, voilà, effectivement, c'est des choses que je mets petit à petit en place et voilà, une fois qu'il y a une chose qui est réglée, on se dit ah oui, tiens, il y a ce truc-là, il faudrait peut-être que je trouve une solution aussi pour ça parce que ça me gêne. Voilà, c'est petit à petit, en fait, finalement, comme le cheminement qu'a fait Stéphane dans sa vie personnelle et professionnelle, moi je mets en place exactement la même chose aussi, ouais, dans ma pratique. En fait, on peut considérer ça à l'échelon domestique, au tri des déchets, par exemple, au recyclage. C'est un petit peu la même chose. Mais c'est une donnée importante, je crois, parce que quand on interroge aujourd'hui ce qu'est l'art, on va dire écologique, ou le eco-art, comme disent les anglo-saxons, ou l'art environnemental, il y a plusieurs noms, c'est-à-dire ces formes d'expression plasticienne, donc dont la visée est soit d'être un lancement d'alerte contre l'état très dégradé de la planète, soit une forme d'action, de dire il faut agir, il faut faire des œuvres contextuelles qui sont des œuvres de réaction contre ce qui se passe à un niveau spécifique, ou bien des développements d'imaginaire
particulier. La question est beaucoup posée, notamment à l'égard de certaines stars, comme Thomas Saraceno, ou je pense à Olafur Eliasson, évidemment, qui au départ n'est pas spécifiquement un artiste écologique. Bon, vous savez que c'est cet artiste danois très célèbre, qui est un des plus cotés, est au départ un artiste des perceptions fines, on va dire. Hein, c'est quelqu'un qui met en scène des perfections à la limite du perceptible dans ses expositions, que ce soit des brouillards comme dans la salle des machines autour de l'an 2000, quand il avait fait sa grande œuvre avec le soleil, vous vous rappelez peut-être à la tête moderne à Londres, ou encore tout ce travail sur l'eau, les réflexions de l'eau. Et puis après, il a vieilli un peu, il est devenu assez médiocre, il a fait des boules disco, un petit peu partout, parce qu'il était à la mode, il fallait qu'il fasse des expos, c'était totalement affligeant, mais c'est pas grave, bon, ça marchait bien pour lui. Et puis tout d'un coup, il est devenu une sorte de parangon maintenant de l'art écologique. Hein, c'est-à-dire dès qu'il y a en quelque sorte un mauvais journaliste, et Dieu sait s'il y en a dans le champ de l'art, qui veut parler d'art écologique, il va dire je vais parler de Olafur Eliasson. Voilà, parce qu'il a fait Ice Watch, vous voyez, il y a quelques années, vous vous rappelez peut-être, en 2015, sur le parvis de l'Odéon, pas l'Odéon, du Panthéon à Paris, vous aviez en tout, donc sous la forme d'un cercle comme ça, représentant l'équivalent d'un cadran de pendule, vous aviez 12 blocs de glace qui étaient posés et qui fondaient durant tout le temps qu'a duré la COP 21. Vous vous rappelez, à la fin de l'année 2015, si mes souvenirs sont bons. Alors, évidemment, le scandale a éclaté assez vite, puisque beaucoup de gens se sont demandé, mais qu'est-ce que c'est que ces bouts de glace? C'est un glacier qui a été débité, qui a été transporté, avec un bilan carbone catastrophique, évidemment, alors qu'il aurait juste suffi peut-être mettre de l'eau dans des frigos, vous voyez, et voilà, vous allez récupérer ça. Donc c'est une question qui est intensément posée, et qui, d'une certaine manière, invalide tout un modèle de production artistique. On pourrait dire qu'il y a le modèle, au-delà de l'artisanat, qui est le modèle industriel. Bon, ces artistes comme Ai Weiwei, je ne sais pas, on parlait de Kutz, Damien Hirst, beaucoup d'autres, qui ont des ateliers avec des dizaines et des dizaines d'employés, ou même Xavier Veillant, qui a son atelier en Chine, par exemple. Bon, ce modèle-là est invalidé, parce qu'il est productiviste et il est suspect immédiatement, au fond, d'irrespect environnemental. Voilà, donc ce sont des questions importantes, ça a l'air de rien comme ça, mais alors bien sûr ça peut aussi limiter le champ de la créativité à partir du moment où vous interdisez certains médiums parce que ils seraient d'une certaine manière polluants. Alors je vais revenir à Stéphane Chatry, justement, cette question de la médiation comme un art, d'une certaine façon, mais quel impact? C'est la grande question. C'est la grande question. Quand on parle d'éco-art, d'art environnemental, au fond, on ne peut pas ne pas se demander ce qui reste de tout ça. Est-ce que c'est encore du décor? Est-ce que c'est de la bonne conscience? Est-ce que c'est de la bien-pensance? Est-ce que c'est du Banksy? Vous voyez, c'est-à-dire, on peut dire une sorte de comédie, donc de la comédie du capitalisme qui va bon train. Voilà, pour parler d'amour, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une petite fillette qui lâche un ballon rouge, et c'est beau. Deux policiers qui s'embrassent, c'est formidable, c'est merveilleux. Voilà, ça c'est du grand art, il n'y a pas de problème. C'est de l'art pour des médias qui ont abdiqué essentiellement tout intérêt pour ce qu'on pourrait considérer comme une réflexion de fond sur la société contemporaine. On pourrait dire que c'est l'art à l'âge des médias de surface triomphante. C'est bien un peu l'époque dans laquelle on vit. Et quand je dis ça, ça touche tout le monde. Ça touche même les plus grands supports d'information. Vous savez, aujourd'hui, n'ayez aucune confiance dans des journaux comme Le Monde, par exemple, je crois le Figaro, quand il parle d'art contemporain. Rien du tout. Il vaut mieux aller voir la critique.org ou Point Contemporain. Il vaut mieux aller voir ça. Pourquoi? Parce que les gens qui travaillent là s'intéressent beaucoup plus à ce à quoi ils sont censés, ce sur quoi ils sont censés écrire d'une part, et d'autre part, ils ne répondent pas toujours à l'appel de la promotion. Vous voyez, vous savez qu'aujourd'hui, les gens n'ont droit à une existence médiatique que quand ils ont quelque chose à promotionner. Vous avez vu toutes ces émissions à la télé, il n'y a que de la promo. Il n'y a que de la promo. Et ça pèse évidemment sur la nature des créations, des réalisations. Par exemple, si on prend le domaine de la littérature ou de la littérature scientifique, chose très intéressante.
vous avez un sujet compliqué, il va falloir, je sais pas, 10 ans pour l'étudier, un livre de 500 pages, il va avoir du mal à trouver un éditeur, c'est compliqué, on n'aura pas de lecteur. Ok, et donc finalement, personne ne parle de vous, vous pouvez mourir. C'est typiquement le travail des universitaires aujourd'hui. Bon. Maintenant, vous faites quoi? Vous faites, voilà, vous appelez, je sais pas, Najat Vallaud-Belkacem par exemple, voilà, vous avez été comme étant une affiliée de François Hollande, balancée comme président d'une fondation quelconque, Fondation Watch, je sais pas quoi. Bon, ça sert à rien, rassurez-vous, hein, c'est juste des pompes à fric, hein, c'est comme l'ancienne ministre de l'écologie, Madame Duflot, je crois qu'il dirige Oxfam France. Bon, ça sert juste à avoir un salaire de 90 000 € par an, hein, grosso modo, hein, c'est tout. Pour le reste, on s'en fout. Bon, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous allez chercher quelqu'un qui est un petit peu connu dans le domaine, voilà, du care, hein, qui est très à la mode aujourd'hui. Vous faites un petit bouquin, un petit machin, et vous monopolisez immédiatement les médias. Vous voyez ce que je veux dire? D'où le succès aujourd'hui. Vous avez vu le succès de ces livres très petits. Hein, vous en avez chez Les Tracts, chez Gallimard, etc. Vous voyez, ça se lit en 5 minutes, vous laissez ça, vous pouvez même vous torcher le cul avec, il n'y a aucun problème. Généralement, c'est du papier de très basse qualité, donc ça fait à peu près le travail. Et c'est comme ça. Et c'est ça, si vous voulez, le problème médiatique aujourd'hui. Bon, et ça donne ça. Alors, ça en dit long, Stéphane, sur l'importance des médiateurs. Je ne plaisante pas. Jamais on a eu autant besoin de vrais médiateurs. Nous n'avons plus de vrais médiateurs. Ne croyez pas que nos grands journalistes qu'on voit à la télévision, qui ont eu des grandes plumes, je sais pas, du Figaro, de la Croix, du Monde, ça, soient des gens très intéressants, même très intéressés par ce qu'ils font. Je crois pas. Ils ont perdu la curiosité depuis trop longtemps. Bon, ils sont établis depuis trop longtemps. Alors, justement, comment, toi, tu opères cette médiation? Comment vérifies-tu l'impact? Parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Est-ce que tu peux l'évaluer? Non. Ah oui. Alors, médiateur. Bah oui, moi, quand on fait ce que tu fais, Éthique TV, Artivisme, art contemporain, promotion de la permaculture, sites à travers lesquels, d'un point de vue pédagogique, avec des gens que tu associes à ce travail, tu permets une meilleure connaissance de pratiques environnementales, il me semble que c'est de la médiation, d'une part, et moi je serais assez curieux à ta place de savoir quel est l'effet produit par ça. Sinon, c'est de la pure bonne conscience. C'est-à-dire, voilà, je fais ça, c'est bien, et puis, eh bien, si au moment de ma mort, voilà, le nouveau Dieu est celui qui juge les morts en fonction de leurs actes environnementaux dans leur vie, voilà, je serai sauvé. Voilà, je serai sauvé au lieu d'être damné. Ça me donne ça. En fait, moi je pense, de toute façon, on a tous besoin de se sentir utile. Moi c'est vraiment, j'essaie de travailler vraiment du mieux que je peux, de la manière la plus singulière que je peux, et faire des nouvelles choses, quoi. Revoir les choses et les faire différemment. C'est bien pour ça que ça ne marchait pas à l'école pour moi. Mais en tous les cas, pour revenir à la permaculture, par rapport à ce que tu dis, je vais juste me permettre de revenir à la permaculture. En fait, c'est que dans la permaculture, dans un jardin, dans votre design de votre habitation, du lieu dans lequel vous vivez de manière générale, l'important est de connecter les éléments. C'est cette connexion qui fait que ça aura un impact. Donc nous, au sein de l'Artivisme, forcément c'est connecté avec nos activités entre guillemets en jardinage, mais aussi toutes les solutions qu'on propose en autonomie. J'ai essayé d'analyser l'autre jour le champ lexical d'un produit aussi simple que, je ne sais pas, un biscuit qui va être produit dans une usine aujourd'hui en France. Vous prenez la boîte, donc vous allez voir, farine française, bio, producteurs locaux, équitable, hein, évidemment, tout est équitable, voilà, vous avez tout un champ lexical extraordinaire, il ne manque rien, vous voyez, donc respectueux du futur, voilà, enfin bref, c'est extraordinaire, on se demande même, bon, je ne sais pas quoi, s'il y a quelque chose pour les dents, et voilà, n'abîmera pas vos dents, c'est vos pauvres petites dents, voilà, c'est bon, bref. Bon, c'est à mourir de chagrin, parce qu'on ne peut même plus mourir de rire, tellement on se dit si le marketing est arrivé à un tel degré zéro. Vous avez vu ça partout, hein, dans la pub, le champ lexical lamentable du greenwashing, c'est quelque chose qui fait pleurer, d'une certaine manière, pleurer devant la pauvreté intellectuelle de ce type de valorisation.
Vu qu'on est nos propres médias maintenant, qu'on a nos propres médias à nous, on ne cherche pas à avoir des articles dans les médias qui disent. Si on en a, bon, bah, pourquoi pas, mais ce n'est pas du tout le but. Nous, c'est l'autonomie. Sur toi, tu n'en auras pas. Bah oui, mais si on Sans ne fais aucune illusion. Ou alors je vais faire en sorte que tu en aies. Ça viendra pas tout seul. C'est pas fait pour. Enfin, en tous les cas, c'est pas fait pour. Donc on est dans la complexité sur les ventes, une complexité de tout, mais on est libre de défendre les artistes qu'on veut et de faire les actions comme on veut. Alors, on va aborder la dernière partie avec nos invités de cette rencontre, et après il y aura peut-être des questions, vous essayerez d'y répondre. C'est la question du bien, une question problématique. Et là, bon, Magdalena, ça va être pour vous, enfin pour Stéphane aussi, mais beaucoup de gens pourraient dire à juste titre, est-ce qu'un art dont la vocation est de se faire en quelque sorte l'apôtre du bien peut être toujours acceptable? Est-ce que promouvoir la bonté, le soin, le respect, les valeurs humaines, est-ce qu'au fond c'est quelque chose qui ne serait peut-être pas, qui ne serait pas en contradiction avec ce qui est fondamentalement l'espèce humaine? C'est-à-dire, on dit souvent Homo sapiens, on sache, mais Homo demens, fou aussi. Nous sommes ces deux composantes. C'est une question que je me pose souvent parce que il se trouve qu'à une époque, bon, ça m'a lassé un peu, c'est un peu barbant, c'est vrai, mais j'étais un grand lecteur de Sade, Marquis de Sade. Et souvent, je me demandais, mais comment est-ce que le Marquis de Sade pourrait-il éditer aujourd'hui? Mais comment pourrait-il éditer? C'est pas possible. Bien évidemment, c'est plein de violence, c'est absolument écœurant, dégoûtant. Évidemment, la violence faite au corps, la violence faite aux femmes, la violence faite à toutes les castes, et d'ailleurs toutes les catégories sociales. Bon, l'humiliation érigée comme une sorte de dogme. Bon, voilà. Mais d'une certaine manière, ce type d'art, là, c'est un art de la littérature, ce type d'art informe aussi sur ce qu'on est, c'est-à-dire non plus des gardiens du bien, je le dis comme vous l'êtes tous les deux, mais des gardiens du mal aussi. Bon, ce qui explique la fascination pour certains artistes, comme Francis Bacon, des artistes qui représentent le mal. Je pense que Velikovic, il y en a beaucoup comme ça, dont le mal est essentiellement leur commerce, on va dire, ne serait-ce qu'existentiel et créatif. Bon. Est-ce que parfois, Magdalena, vous n'êtes pas fatiguée du bien? Alors, c'est rigolo parce que je ne me suis jamais considérée comme... Ah, mais quand même, oui. Vous êtes dans une sorte d'exemplarité, on le sent. Stéphane aussi, vous êtes des individus exemplaires. Pourtant, je vous rassure, j'ai pas mal de vices. Hein. Bon, je sais que Stéphane, il a une vieille Golf qui pollue beaucoup. Hein. C'est pas sa faute. Vous pouvez lui offrir une Tesla électrique, mais n'en parlez pas au rédacteur en chef de Reporter, à la revue Reporter, parce qu'il vient de sortir 3 articles de fond sur la voiture électrique qui montrent que finalement, c'est pire encore que les véhicules thermiques. Bon, donc, et c'est Reporter. Le Reporter, c'est très sérieux. Hein. C'est pas de l'idéologie. Donc, bon, oui, voilà. Non, mais du coup, est-ce que je fais les armées du bien? Ouais, bah alors ça me va. Et en fait, tant que moi je peux me regarder dans la glace le matin et que j'ai toujours envie de me lever pour aller créer dans mon atelier, et ben je veux bien être dans le bien. Et voilà. Ça veut dire que définitivement, vous ne mettrez plus jamais comme enseigne qui fait du plomb dans vos tableaux, parce que ça m'est jamais arrivé, j'avoue. Ouais, vous ferez plus ça. Non, je le ferai jamais, du coup, ouais. Non, mais je continuerai à être un petit bisounours, et puis voilà. Non, je suis assez impressionné parce que je vois une auréole se dessiner derrière vous. Je me dis que peut-être il y a un avenir dans ce monde, hein, si nous donnons des seins. Il faut faire confiance, en l'humain parce qu'il a du bon aussi. Voilà. Ben, Stéphane, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je te vois comme une sorte de Saint-François de la médiation. Non, mais ne riez pas. Moi j'ai mes idoles. Vous savez, mon idole, je suis désolé, c'est pas Jacques Chirac, c'est même pas le général de Gaulle. Moi, c'est plutôt Saint-François d'Assise. Vous voyez, c'est plutôt non, je plaisante pas, c'est plutôt l'abbé Pierre. Voilà, je ne me branlerai jamais devant Maréchal Foch, je vous dis tout de suite. Hein. Par contre, devant Maximilien Kolb, oui, c'est possible. Vous voyez, ça pourrait arriver. Bon. Non, mais je ne plaisante pas. L'abbé Pierre, pour moi, c'est juste un exemple extraordinaire. Le concept du malus, c'est ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui. Moi, j'ai acheté toutes les vrais héros, Henri Dunant, voilà les vrais héros au fond de l'humanité, c'est ceux-là. Tous les jeux de Noël l'année dernière pour les enfants et mes neveux, j'ai acheté le malus et je me suis dit, mais
c'était magnifique, quoi. Emmaüs, ça donne du travail pour les sans-abri, quoi, je veux dire. Non, c'est très bien. Mais non, je ne me considère pas du bien, mais je sais qu'il y a un côté obscur dans le monde, c'est sûr que. Et puis j'essaie de. Je ne suis pas parfait, j'ai une Golf, comme tu dis, que je ne peux pas en changer, je n'ai pas les sous pour en changer. Si tu avais de l'argent, tu te ferais un beau vélo. Un vélo, moi je rêverais d'avoir besoin que d'un vélo, bien sûr. Mais en tous les cas, j'essaie de faire au mieux. C'est comme dans la symbolique du yin et du yang, j'essaie de me positionner du côté blanc, quoi. Mais après, j'avais parlé avec un pote africain, il me dit « Ouais, mais c'est quoi cette histoire du côté noir? C'est quoi le côté blanc? C'est bien. » Bon, bref, en tous les cas, il y a toujours dans le mal, il y a toujours un peu de bien, il y a toujours un peu de mal. J'essaie d'être de ce côté-là. C'est une façon de dire que ce sont des choix, donc des engagements. C'est un mode de vie, quoi. Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux chaque jour, de perfectionner chaque jour, de faire les meilleurs choix chaque jour, de retirer le plus possible de plastique chaque jour et de partager tout ce qui marche. Je le partage sur la petite télé. Et c'est juste. Oui, je pense que je suis quand même du côté du bien. Non, mais c'est un choix. Peut-être pas, je sais pas. C'est pas quelque chose que je contesterais. C'est juste dire que c'est une forme d'engagement et qu'au fond. Le soin, la bonté, la kindness, comme on dit, la gentillesse humaine, d'une certaine valeur, d'une certaine manière, sont des valeurs qui valent, au fond, l'exaltation de la violence aussi. L'honnêteté et l'amour, pour moi, l'honnêteté et l'amour sont les deux piliers de ma vie, quoi. J'essaie de rester. Très bien. Alors, c'en est si d'accord. Je vais me servir de mon masque pour essuyer les larmes qui inondent mon visage. Voilà. C'est toi qui parles de Jackson, hein. C'est toi qui as parlé de moi avant. Non, ce sont des choses vraiment très importantes. Qu'on finisse sur l'amour. Bon, je pense que, voilà, sur l'abbé Pierre, bon, c'est pas si mal. Moi, ça me paraît pas si mal que ça. Bien. Écoutez, alors je pense qu'il y a un horaire à respecter. On a pris un petit peu de retard et je pense qu'on va s'en tenir là. Ça vous va? Donc, vous avez quelque chose à ajouter? Non, voilà. Merci. Bon, très bien. Écoutez, merci. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomades et vagabonds. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes. Faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.